Nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder voudront bien connaître la personne de l'acteur politique que vous êtes actuellement. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bon, je m'appelle donc Albert Moleka. À ma naissance, comme je viens d'une famille profondément chrétienne, catholique de l'Église catholique romaine, j'ai été baptisé Albert Paul Victor Moleka Nzoko. En fait, le post-nom Nzoko m'a été donné à la naissance, donc je n'ai pas dû attendre le recours à l'authenticité pour avoir ce nom. Je suis né le 13 janvier 1956 à Kinshasa, dans la commune de Dendal à l'époque, que les gens connaissent aujourd'hui. C'est la commune de Kasavubu. Notre adresse, c'était avenue Djolou, numéro 19. Et donc, bien que très petit encore en âge, mais j'ai encore des souvenirs assez clairs du 4 janvier 1959, vu que les événements du 4 janvier qui ont commencé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'IMCA, vous savez, en diagonale de l'IMCA, il y avait la résidence de M. Joseph Kasavubu, qui était le bourgmestre de la commune de Dendal, notre bourgmestre. Et les échauffourées de cette journée mémorable ont d'abord commencé dans la commune de Dendal. D'abord pris feu dans la commune de Dendal. Et je me souviens très bien de l'action, de la répression de la force publique de l'époque, principalement sur l'avenue Kanda-Kanda, où nous habitions à cette époque. À l'âge de 7 ans, donc en 1963, nos parents nous ont envoyés en Europe, mon grand frère Timothée Moleka Nzulama et moi-même. J'étais en deuxième année primaire à l'Athénée de la Gombe, l'Athénée de Kalina à l'époque, aujourd'hui c'est l'Athénée de la Gombe. Nous sommes arrivés en Belgique, nous avons vécu et grandi dans la ville de Liège, qui est la capitale de la Wallonie. Nous avons grandi à Liège, j'ai fait à Liège 17 ans. Donc j'y ai terminé mes études primaires, mes études secondaires. Pour l'université, j'étais d'abord allé à Bruxelles, à l'ULB, à l'école Solvay, pour faire les études d'ingénieur commercial. Malheureusement, 2 années consécutivement, j'ai dû être opéré à un très mauvais moment, parce que ça m'a empêché chaque fois de présenter les examens. D'où, moi j'avais perçu ça un peu comme une malchance. Je me suis dit non, j'aurais dû rester à Liège. Donc je suis rentré à Liège, où j'ai fait des études à l'école d'administration des affaires, à l'université de Liège, où j'ai eu mon diplôme en 1979. Et de là, je suis allé aux États-Unis, d'abord à New York, à Columbia University, où j'ai fait le diplôme de l'American Language Program. Et après, au mois de septembre, j'ai débuté mes études de maîtrise en relations internationales, maintenant dans la ville de Washington, à la Johns Hopkins University. Et chaque fois que je vais aux États-Unis, à Washington, je passe toujours voir un peu mon école là-bas. Il y a encore 2 de mes professeurs qui sont actifs, puisque j'ai terminé en 1982. Oui. D'ailleurs, comme l'ambassadeur américain actuel dans notre pays, il a étudié aussi dans la même université, mais longtemps après moi. Et en 1982, après avoir décroché mon diplôme de maîtrise à Washington, je suis rentré au pays, où j'ai rejoint mon père et mon grand frère dans la gestion des affaires familiales.
Ça, c'est un peu pour le parcours. J'ai 7 enfants. J'étais marié, mais malheureusement, je suis divorcé depuis 12 ans. Voilà. Comment arrivez-vous, et surtout que maintenant vous êtes, je pense que vous êtes seul, comment arrivez-vous à concilier votre vie politique et votre famille? Oui, bon, évidemment, je crois que lorsque ce que vous faites dans la vie fait partie de votre destinée, il est plus facile d'un côté d'expliquer à votre entourage proche et d'un autre côté vous-même à vous organiser et vous ajuster. Puisqu'il est vrai que la vie politique ou l'activité politique dans notre pays n'est pas de tout repos, comporte des dangers, surtout lorsque vous êtes positionné dans l'opposition, ce qui fait que vous avez aussi besoin de cette compréhension et de ce soutien de vos proches. Et je dois dire que je bénéficie d'une grande compréhension et un soutien intangible, surtout de la part de mes enfants. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent étant que politique et les surcroît de l'opposition dans notre pays? Les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Un homme politique français a dit que lorsque quelqu'un dit là, dans mon pays, il y a la démocratie, mais, et puis il ajoute quelque chose d'autre, c'est que dans ce pays-là, il n'y a pas de démocratie. Par cela, je veux dire ceci. Nous sommes dans un pays, dans un État qui, effectivement, a des institutions démocratiques sur la forme. Nous avons deux assemblées au Parlement. Nous avons des élections, nous avons le pluralisme politique, dans ce sens il existe plusieurs partis politiques, mais il y a une telle répression, que ce soit une répression policière, répression des services de sécurité, et aussi une censure dans le sens de violation des droits constitutionnels des citoyens, qui me fait toujours dire que nous sommes dans une autocratie à visage ou à contour démocratique. Ce que nous avons de démocratique dans ce pays, c'est des institutions. Mais dans le fonctionnement des institutions et dans la gouvernance, nous sommes encore très loin de la démocratie. Et certains disent que la démocratie n'est pas comme le Nescafé, ça ne prend pas, ce n'est pas quelque chose que l'on a comme ça directement. Moi je dis non, la démocratie, les droits humains, les droits de liberté d'expression, liberté de circulation, de manifestation, ne sont pas des choses négociables. Ce sont des choses qu'il faut absolument accepter que les gens aient et voir comment les gens vont les utiliser. Vous savez, il n'est pas de notre droit de limiter les droits des autres. Or, dans notre pays, les droits des autres sont facilement limités. Vous avez Albert Moleka, directeur de cabinet, aumônier prison et hôpitaux, ambassadeur pour la paix UPF et chevalier de l'ordre national du Léopard. Parlez-nous d'une manière globale de toutes les fonctions que vous avez pu exercer d'une manière globale. Oui, ma dernière fonction, si vous voulez, politique, était effectivement auprès du président Étienne Tshisekedi en tant que son directeur de cabinet et porte-parole. J'avais commencé auprès de lui en octobre 2008 en tant qu'assistant et porte-parole, et depuis janvier 2011, il m'avait nommé directeur de cabinet ainsi que porte-parole. C'est vrai que aumônier des hôpitaux et surtout aumônier des prisons,
je considère cela comme ma fonctionnalité permanente. C'est-à-dire, quels que soient les titres ou le travail que j'effectue dans les affaires ou dans le monde politique, mais ma fonction permanente, c'est aumônier des prisons depuis 21 ans. Ah bon? Oui. Je vois ici, vous êtes ambassadeur pour la paix UPF. Ambassadeur pour la paix de Universal Peace Federation, ou la Fédération universelle pour la paix, Voilà. qui est installée à Genève, mais qui a des sections partout dans le monde. C'est une initiative, la Fédération universelle pour la paix est une initiative du défunt révérend Moon, qui avait comme vision de rassembler les gens, que ce soit les intellectuels, que ce soit les scientifiques, autour de l'idéal de la paix pour tous. De la paix pour tous. Et ce qui était assez judicieux de sa part, c'est d'avoir compris que vous ne pouvez pas parler de paix pour tous si vous-même d'abord vous n'avez pas la paix. La paix intérieure, que vous puissiez fonctionner avec cette paix intérieure pour la transmettre aux autres. Et cette paix intérieure, vous ne pouvez l'atteindre que si vous comprenez bien la personnalité de Jésus-Christ et que Jésus-Christ vit en vous. Et à travers cette Fédération universelle de la paix, beaucoup de choses ont été accomplies et sont encore accomplies. À titre d'exemple, au mois de mai l'année dernière, avec certains amis et compatriotes de Suisse, principalement, et d'autres membres et partenaires de la Fédération universelle pour la paix, nous avions organisé au siège des Nations Unies à Genève une conférence de 3 jours sur la problématique de la paix en République démocratique du Congo. Nous avons eu la participation même de monsieur Martin Kobler, le responsable de la MONUSCO, qui est intervenu par vidéoconférence. Et nous avons en projet d'installer ici, à Kinshasa, un institut pour la paix, qui pourra éventuellement rayonner aussi sur l'Afrique centrale, parce que nous pensons à un moment que la problématique de la paix est un thème qui sera encore d'actualité pour plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies au niveau de l'Afrique. Et croyez-vous donc en un seul Dieu, je pense? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, étant issu d'une famille profondément chrétienne, je n'ai jamais connu autre chose que la croyance en un seul Dieu. Mais ayant aussi un esprit très chercheur, très curieux, déjà dans ma jeunesse, j'ai tenu à lire beaucoup aussi concernant d'autres croyances. Donc j'ai eu la chance de m'informer assez profondément, tant sur l'islam que sur le bouddhisme, que sur le judaïsme, ainsi que d'autres croyances, puisqu'il est toujours bon de savoir ce à quoi les autres croient, et ça vous aide aussi à comprendre pourquoi ils croient à ça. Et lorsque vous devez alors donner une opinion, vous êtes en mesure de donner une opinion en connaissance de cause. Pour donner un simple exemple, nous sommes chrétiens. Maintenant, au niveau de l'église chrétienne au Congo, il y a plusieurs dénominations. Et vous avez sous ces dénominations plusieurs ministères. Dans certains ministères, il y a des enseignements qui vous diraient que Allah n'est pas Dieu, Allah c'est un démon. Or, lorsque vous étudiez, vous étudiez un peu la religion musulmane, la seule question que vous pouvez poser à quelqu'un, c'est comment dit-on Dieu
en arabe, c'est Allah. Et ça vous aide aussi à comprendre que islam veut dire soumission. Un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est pour ça qu'on me demande est-ce que vous êtes musulman, je dis oui, dans le sens que je Et suis vous soumis à croyez Dieu. également en Jésus-Christ comme Dieu? Non seulement je crois en Jésus-Christ comme Dieu, mais Jésus-Christ est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Ok, voilà. Monsieur Albert Moleka, vous avez été le directeur de cabinet du président Etienne Tshisekedi. Voilà, il y a quand même des choses qui s'est dit à votre sujet. Euh, D'autres personnes disent que pendant l'exercice de votre fonction, il y a eu malversation financière. Nous voulons connaître votre version de fait. Si vous me donnez quelques détails, je pourrais vous répondre parce que lorsque j'ai finalement accepté la demande de M. Tshisekedi en début octobre de l'aider, de le soutenir dans son action, dans les fonctions qu'il proposait. Oui. Bon, il y avait quand même entre lui et moi un accord sur certains points. Et un des points, c'était que bon, je ne voulais rien avoir dans les fonctions concernant les finances. C'est-à-dire qu'entre lui et moi, et bien sûr moi et le parti, au niveau des finances, je ne voulais rien intervenir en rien, n'avoir aucune responsabilité côté des finances. Donc quand vous parlez de malversation financière, je ne sais pas si vous me dites ce qu'on vous a dit, si Albert Moleka a détourné de l'argent d'où ou quoi, ou a volé l'argent de quelqu'un. Là, si vous me donnez un exemple, je pourrais aller plus en détail. Nous voulons quand même connaître ce qui a été à la base de votre départ de l'UDPS. Et parlez-nous également de votre expérience. Est-ce que c'était profitable de passer quand même comme le directeur du cabinet un homme politique comme Etienne Tshisekedi? Oui, je crois que c'est une expérience d'abord extraordinaire, très enrichissante, d'autant plus que je suis la première personne effectivement nommée par Etienne Tshisekedi dans son cabinet, puisque les personnes qui travaillaient avant dans ce qui était considéré comme le cabinet et qui étaient appelés conseillers ceci, conseillers cela ou assistants, en fait n'avaient jamais été nommés expressément par lui. Donc c'était une première pour lui, c'était une première pour moi aussi de travailler effectivement dans l'UDPS en visibilité, puisque mes accointances avec l'UDPS et mon engagement dans le phénomène UDPS remonte à 1985, principalement auprès du premier président de l'UDPS, qui était Frédéric Kibasa-Maliba, auquel je tiens à rendre aussi hommage à sa mémoire. Donc j'ai été d'abord très marqué par la personnalité de Frédéric Kibasa-Maliba, qui était devenu comme plus qu'un ami, et je reste toujours très proche, très lié à sa famille. Etienne Tshisekedi, et je le considérais c'était plutôt comme une personne qui connaissait très bien mon père, il se connaissait très bien, donc c'est quelqu'un que j'appelais plutôt papa, jusque lorsque j'ai commencé à travailler à ses côtés, j'ai commencé à l'appeler président. Et pour dire que c'est d'abord une personne que j'aime en tant qu'individu, et puis c'est une personne qui symbolise la lutte pour la démocratie à un moment où ce n'était pas évident. Lorsque les 13 parlementaires ont écrit leur lettre
leur lettre ouverte, c'était vraiment défier un système politique, un régime qui était encore très solide. Le régime Mobutu était encore très solide, un régime qui savait être aussi très répressif. C'est ainsi que les 13 parlementaires ont subi des brimades, des relégations, des humiliations, et certaines humiliations qui peuvent vraiment effroyables. On ne pouvait même pas en parler, les mentionner à la télévision. Et donc, à travers un ami proche, en 1985, j'ai été donc mis en contact avec ce phénomène. Je qualifiais ça de phénomène. J'appelais ça le phénomène UDPS. Cet ami qui était très proche, mais je ne savais pas qu'il était membre de l'UDPS. Lorsque un jour il a été arrêté au SARM, au service de renseignement militaire de l'époque, je m'attelais à essayer de le faire libérer et j'ai appris donc du chef d'état-major de SARM de l'époque qu'il était membre de l'UDPS. Et c'est ça ça m'a intrigué parce que cet ami était fonctionnaire de l'État, comptable de l'État, et je disais mais pour qu'un fonctionnaire comptable d'État se dresse contre ce régime, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. D'où j'ai commencé à fréquenter, principalement Frédéric Kibasa Maliba, mais à cette époque-là, on se rendait chez lui limité à la permanence la nuit, puisque l'UDPS était encore dans la clandestinité. Où êtes-vous actuellement? Je lui ai dit, c'est mon identité politique. Maintenant, la question que vous me posez, que beaucoup me posent, est-ce que vous êtes dans un parti politique et tout ça. Ayant l'identité politique UDPS, donc naturellement, je suis dans l'UDPS. Passons maintenant à autre chose. Le président de la République est en train de prôner le dialogue et je pense qu'il y a déjà les consultations ont commencé. Êtes-vous favorable à ces dialogues ou non? En tant qu'être humain, tout simplement, je suis toujours même pas favorable au dialogue. Je pratique le dialogue d'une manière constante. Chaque jour, je dialogue avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de groupes. Mais je suis aussi conscient que en politique, et le dialogue dépend aussi du moment. Le dialogue dépend aussi d'une certaine substance. De quoi va-t-on parler? Et un dialogue dépend aussi des objectifs que l'on cherche à travers ce dialogue. Bon, comprenez aussi que, vu tout d'abord mon statut personnel et les fonctions que j'ai pu occuper les années passées, je connais beaucoup de choses, je connais certaines choses, donc je peux plus facilement savoir exactement telle initiative politique, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est dû à quoi. Et lorsqu'on parle de dialogue, depuis la période post-électorale, à partir de 2012, il y a eu plusieurs initiatives de dialogue pour arriver à mettre, tout d'abord au départ, en février-mars 2012, ce dialogue consistait à mettre ensemble Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila physiquement pour qu'ils puissent se rencontrer. Par après, il y a eu des propositions, des initiatives de dialogue, un peu de tous les côtés. Mais le dialogue dont on parle aujourd'hui, je crois que et une grande partie tant de la population que des acteurs politiques ou de la société civile ont très rapidement vu que c'était tout à fait inopportun, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de créer les conditions nécessaires pour que l'année prochaine, nous ayons ces élections générales, les élections présidentielles et législatives.
Et cela ne dépend pas du dialogue dont nous parlons. Nous savons que les élections présidentielles, pour qu'elles se passent dans la décrispation, il faut d'abord que la population ainsi que la classe politique entendent de M. Joseph Kabila qu'il va respecter les dispositions constitutionnelles et qu'il ne va pas se maintenir, qu'il ne veut pas se maintenir au-delà de son mandat. Donc je dirais que l'opposition aujourd'hui est divisée au sujet des termes des références ou des cahiers de charges qu'il faut exploiter au cours de ces dialogues. Et vous êtes favorable à quel cahier de charges? Pourra être profitable qu'à M. Kabila s'il s'y prend bien. Et reste encore à voir si, au vu des points de vue divers qui ont été exprimés, des positions diverses qui ont été exprimées, reste encore à voir si M. Kabila est toujours intéressé à lancer encore ce dialogue. Je crois qu'il le fera parce qu'à travers un dialogue, vous gagnez toujours du temps et à force d'accumuler un peu tous ces thèmes successifs qui distraient la communauté politique, de fait qu'on ne parle presque plus du charnier de Maluku, on ne parle plus le procès Chebea, le dossier de l'assassinat de Floribert Chebea, il n'y a plus que les journaux qui en parlent. Donc on met toujours devant les gens, on exhibe un peu quelque chose, on n'a pas. Ça peut le servir. Donc ma position est très claire, je juge ce dialogue inopportun. Dans 10 jours, il y aura déjà clôture des dépôts des candidatures pour les élections provinciales. Mais les forces acquises au changement refusent d'aller déposer les candidatures. Pensez-vous réellement que la politique de la chaise vide est profitable? Il y a d'autres personnes qui disent que la classe politique de l'opposition n'a pas de volonté politique. Vous savez, certaines personnes disent que la politique de la chaise vide n'apporte rien. D'autres disent, bon, on a vu dans notre pays aussi que la politique de la chaise pleine n'a pas apporté grand-chose à la population. Je crois que chaque acteur politique et chaque formation politique prend à un moment donné sur un thème ou une question précise, elle prend la position selon ses intérêts et selon l'analyse qu'elle se fait de la situation. Dans le cas dont vous parlez, je crois, les facs dirigés, coordonnés par Martin Fayoulou, disent qu'ils refusent de participer à une parodie, d'élection. Bon, je crois qu'ils ont les éléments nécessaires qui les ont poussés à adopter une telle position. C'est comme moi-même, depuis 2012, je dis que ce régime n'organisera pas d'élection ni en 2013, ni en 2014, ni même en 2015. Monsieur Albert Moleka, nous avons l'habitude dans notre mission, lorsque vous répondez à nos questions et vous nous acceptez, et nous vous donnons un prix que nous appelons un prix patriotique.